Retour sur le plateau de Politique en partenariat avec Slate et Jean-Marie Colombani et notre invité qui est Éric Woerth, député de l'Oise, secrétaire général du Parti Les Républicains et puis ancien ministre du Budget et du Travail. On a parlé de la déchéance de nationalité, ça nous a pris quand même une petite demi-heure. Donc on va parler du programme, des propositions de la droite, mais je voudrais que vous écoutiez avant tout la ministre du Travail actuelle, donc Myriam El Khomri, c'était sur RFI mardi. Et elle a fait une sorte de rétropédalage, vous savez, sur la dégressivité des allocations chômage, disant que ça pouvait être, elle avait annoncé ça le week-end dernier. Et puis là, on a senti un petit rétro-pédalage. On l'écoute et on en reparle. La dégressivité n'est pas une piste privilégiée. J'ai répondu à une question d'un journaliste sur la nouvelle convention d'assurance chômage. J'ai clairement dit que l'assurance chômage, cette négociation, le système d'indemnisation des chômeurs, relève des partenaires sociaux, et que d'eux. Et que je souhaite qu'il y ait un accord. À partir de là, ce que j'ai dit, c'est que si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord, nous devrons prendre nos responsabilités et donc fixer les nouvelles règles d'assurance chômage. Alors voilà, les nouvelles règles, on sait que de 92 à 2001, il a existé ce modèle de dégressivité. Finalement, on s'est rendu compte que ça n'avait pas d'effet incitatif sur le retour à l'emploi. À votre avis, faut-il revenir sur cette dégressivité des allocations chômage, étant donné que le déficit de l'UNEDIC de 4 milliards pèse assez lourd dans la balance? Ce matin, dans les Échos, Nicolas Sarkozy propose, lui, 20% au bout d'un an, ce qui serait moins que l'ancien modèle. Quelle est votre position ? D'abord, le gouvernement est totalement désorienté. On le voit sur la déchéance de nationalité, on le voit sur des sujets aussi importants que celui-là. La ministre a un peu essayé de se débrouiller, dire qu'il y a des paramètres et qu'elle a évoqué toutes les pistes, puis après que celle-là, pas vraiment. Oui. C'est un peu comme Macron d'ailleurs. J'avance des trucs, puis derrière je recule, et puis résultat, ça donne quoi? Ça donne l'ouverture du dimanche et des lignes de bus, quoi. On n'est pas vraiment tout à fait dans les enjeux. Oui, il faut... c'est toujours difficile de dire ça, mais il faut procéder ainsi. Il faut qu'il y ait une dégressivité des allocations chômage. Alors il faut le faire. Mais parce que il faut pousser les gens vers l'emploi. Ça veut dire que c'est pas suffisant. Si vous faites une seule réforme qui s'appelle dégressivité des allocations chômage, vous créez de la pauvreté. Ouais. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est comme les 500 000 formations du président Hollande. S'il n'y a pas de poste derrière, vous pouvez toujours former des gens. Ça ne sert à rien et ça crée encore plus de colère et encore plus de désespérance. Donc dans une réforme globale dans laquelle vous réformez le marché du travail, le code du travail, le contrat de travail, la durée du travail, les conditions de rupture du contrat de travail. Si vous... faites diminuer le coût du travail. Si vous baissez les prélèvements obligatoires pour faire en sorte que les entreprises investissent plus, à ce moment-là, une mesure comme la dégressivité des allocations chômage a évidemment toute sa place. Et d'ailleurs, dans la plupart des autres pays, quasiment dans tous les pays du monde, il y a une dégressivité. Il y a même parfois une durée d'indemnisation beaucoup plus faible. Donc nous ne disons pas qu'il faut réduire la durée d'indemnisation. Nous pensons qu'au fur et à mesure du temps, il faut qu'il y ait cette dégressivité. Elle pousse vers le travail, elle pousse nos compatriotes à accepter un travail différent, accepter une formation, évidemment à partir du moment où on a suffisamment de croissance pour avoir créé les conditions de création d'emplois. Oui, mais un rapport en 2001, après Jean-Marie, oui, je vous laisse la parole, mais en 2001, un rapport de l'INSEE avait été publié disant que ça n'avait aucun effet sur... oui, enfin, c'est pas ce que disent plein d'autres économistes. C'est une période révolue, ça a 15 ans. La situation française, elle a considérablement évolué. Je pense qu'il faut faire ça. Il faut qu'il y ait une dégressivité des allocations chômage et il faut en même temps, évidemment, que ce soit une mesure parmi beaucoup d'autres mesures pour transformer le pays. Moi, je voudrais faire deux remarques par rapport à tout cela. La première, c'est qu'en focalisant de nouveau sur... la dégressivité des indemnisations. On focalise sur les chômeurs, alors qu'on sait très bien que le problème français, qui n'est pas propre à ce quinquennat, c'est le problème des créations de postes de travail. C'est la création d'emplois qui est déficiente en France.
Donc voilà, est-ce qu'on ne se trompe pas à nouveau en mettant cela en avant, alors que le problème, c'est de convertir les chefs d'entreprise à la création d'emplois, et de faire en sorte que là où d'autres pays, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, créent des emplois en masse, nous n'en créons pas, ou très peu. On en crée très peu. On crée des emplois publics, mais on crée très peu d'emplois privés. Et la deuxième remarque, c'est par rapport à la philosophie générale de ce qu'indique Nicolas Sarkozy. Et quand Mme El Khomri s'exprimait tout à l'heure, elle fait constamment référence, et c'est la doctrine officielle de ce quinquennat, elle fait constamment référence au dialogue social, donc au paritarisme. L'indemnisation des chômeurs, c'est le paritarisme, c'est géré par le patronat et les syndicats. Nicolas Sarkozy, lui, dit « J'ai fait l'erreur en 2007 de croire au dialogue social, et donc je ne ferai plus cette erreur, et donc je vais davantage décider que laisser les partenaires sociaux décider. » Et ça me paraît une inflexion majeure dans le positionnement de Nicolas Sarkozy. Enfin, je pense que Nicolas Sarkozy a raison. C'est quelque chose qu'on partage assez largement, me semble-t-il, à droite. Je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'essayais de dire. Si on ne fait que de la dégressivité de l'indemnisation du chômage, c'est créer de la pauvreté, c'est appauvrir, et c'est donc il ne faut pas faire ça. Oui. Mais si c'est dans un mouvement général de réforme, Nicolas Sarkozy a parlé de beaucoup de réformes économiques ce matin, il y en a beaucoup qui sont sur la table, on est de plus en plus précis, et il a été très précis, alors ça prend tout son sens. Et c'est comme ça qu'il faut considérer cette mesure. Elle est indispensable, mais elle est dans un ensemble de mesures conduisant à ce que la France crée des emplois, ou plus d'emplois. On a créé 9 fois moins d'emplois que les Allemands sur les périodes précédentes. Donc c'est juste pas possible. Il y a un potentiel d'emploi en France, en réalité, qui est considérable. Mais il faut réduire le coût du travail, et notamment le travail non qualifié. Le chômage, il est sur la non-qualification. Les gens très qualifiés, il n'y a pas beaucoup de chômage en France sur les gens qualifiés. Il y a un chômage tout à fait gigantesque sur les personnes qui ne sont pas assez qualifiées. Donc il faut plus qualifier, il faut probablement aussi donner envie aux employeurs à un moment donné d'ouvrir des services supplémentaires. Les services à la personne, vous voyez, on n'est pas en train de parler de l'aérospatiale, les services à la personne, il y a un potentiel d'emploi tout à fait considérable. Nicolas Sarkozy propose, et je le propose aussi, de réduire considérablement les charges sur ces services à la personne. Ça avait déjà été fait, mais les ménages employeurs... On sait que ça a un effet mécanique d'ailleurs. Les ménages employeurs, ils doivent être considérés comme des employeurs à un moment donné. Juste, ils créent de l'emploi, ils peuvent en créer, et c'est un bon emploi. Donc tout ça doit être totalement retravaillé. Il y a un potentiel qu'il faut révéler, un potentiel de création d'emplois qu'il faut absolument révéler. Et votre deuxième question, c'est sur le dialogue social. Le dialogue, alors, exit le dialogue social. Exit le dialogue social avec Sarkozy. Oui et non, je ne vais pas le dire brutalement, c'est mal interprété. Moi, je suis très favorable au dialogue social, mais juste, il faut demander à ce que ce dialogue social, il doit produire des résultats. Alors, il en a produit pour les retraites complémentaires. Il en a produit. Donc, c'était une bonne chose. Mais en même temps, si on veut vraiment transformer notre société, réformer notre modèle, enfin, devenir, ne pas vivre à la charge des générations futures et en même temps être solidaire, si on veut rompre avec les inéquités, si on veut donner plus de démocratie dans l'entreprise, notamment par le référendum, il faut passer un cap. Et pour passer un cap, je crois plus à la démocratie politique qu'à la démocratie sociale. Donc, reprenons le manche à un moment donné, faisons les réformes nécessaires qui ne peuvent pas être faites par les partenaires sociaux pour plein de raisons, et redonnons après, une fois le modèle réformé, redonnons la gestion de ce modèle aux partenaires sociaux. Je pense que c'est assumer, donc le référendum, c'est une bonne ces idée réformes. De ce que propose la ministre du Travail, le référendum au sein des entreprises. C'est les Républicains qui l'ont proposé en réalité, mais là, le gouvernement vient braconner sur les terrains de droit, donc tant mieux, à la limite, tant mieux. Nous avons proposé... Ouais, c'est comme ça. Nous avons proposé que s'impose l'idée du référendum à l'initiative quand même d'abord du chef d'entreprise, parce que c'est lui qui est chef de son entreprise. On n'est pas dans un modèle d'autogestion, mais le référendum à l'initiative du chef d'entreprise nous semble extrêmement important. Alors, comme la rupture du monopole syndical, qui est un monopole de présentation au premier tour des syndicats sur les élections à l'intérieur de l'entreprise. C'est juste pas vraiment démocratique, c'est issu de l'histoire, et il faut rompre avec ça. Les propositions de Nicolas Sarkozy, donc ce matin dans le journal Les Échos, donc il propose un contre-choc fiscal, c'est-à-dire baisser les impôts de 25%, 7 pour les ménages et 13 25 milliards. Pour les entreprises, voilà, 25 milliards, donc financés par une baisse massive des dépenses publiques, hein. Mais lesquelles ? C'est ça le sujet. On le développera. Parce que la dépense publique en France, on ne sait pas. Oui, lesquels ? Parce que dans le même temps, il propose un plan Marshall pour les campagnes. De 10 milliards. On sait qu'il faut un plan Marshall pour les campagnes, mais néanmoins, c'est de la dépense publique en plus. Oui.
il ne va pas désarmer les policiers qui viennent d'être réembauchés, après qu'il les ait lui-même débauchés, ainsi de suite. Donc il y a un vrai problème massif. Alors celui qui va le plus loin dans ce domaine, c'est François Fillon. Probablement, vous n'irez pas aussi loin que François Fillon. Mais néanmoins, c'est un sujet brûlant. Dites-vous, François Fillon est l'ami des patrons, le nouvel ami des patrons. Il y a un accord à droite. Non, mais tout le monde est ami des entreprises. Après, vous pouvez être ami avec tel ou tel patron. Mais tout le monde est d'abord amis avec les entreprises parce que c'est elles qui créent de l'emploi. Donc, on doit tout faire pour que les entreprises continuent à créer de l'emploi en France. Non, et surtout, mon petit doigt m'a dit que beaucoup de chefs d'entreprise se rapprochaient de François Fillon. Oui, mais je veux dire, je ne veux pas commenter cela, tant mieux. Je pense que les thèses de droite sont assez cohérentes sur le plan des idées. Il faut d'abord baisser les impôts. Et donc la proposition de Nicolas Sarkozy est très claire. Il y a 25 milliards de baisse de prélèvements supplémentaires. Après les avoir augmentés quand même de son côté. Oui, enfin, il les a surtout beaucoup baissés en début de quinquennat. La crise est arrivée, on a souffert de la crise, on s'est moins endetté, on a dépensé publiquement beaucoup moins que beaucoup d'autres États, mais il a fallu rectifier, il l'a fait. Bon, après, les socialistes sont passés et ont remis une couche absolument gigantesque qui, elle, n'était pas nécessaire car la crise était passée. Donc, c'était d'autres mesures qu'il fallait milliards chacun. Franchement. 30 milliards. Oui, Chacun a mis 30 milliards. Les 30 premiers milliards, chacun a mis 30 milliards. Ils sont plus acceptables que les 30 derniers. Alors maintenant, il en retire. Maintenant, il les retire. Non, c'est pas un point partout. Mais maintenant, il les retire, mais savoir, est-ce possible? Bien sûr que c'est possible. Au dépend de qui? Au dépend de qui en termes de dépenses? Il fait des propositions qui sont très claires. Impôt sur le revenu, puisque les classes moyennes ont été matraquées, il faut revenir à un niveau absolument normal d'impôt sur le revenu et faciliter la consommation des ménages. Donc ça, c'est 10%, ça fait à peu près 7 milliards sur les 70 milliards que représente l'impôt sur le revenu. Il propose une baisse des charges sur les heures au-delà des 35 heures, puisque nous disons qu'il faut cesser les 35 heures et qu'il doit y avoir la liberté du temps de travail dans l'entreprise. Mais il doit y avoir une durée légale qui doit exister. Il y a une durée de référence qui peut être 35 heures, mais l'entreprise peut s'en extraire. C'est un débat chez vous. C'est un débat à droite, parce que François Fillon, lui, supprime complètement les 35 heures et renvoie la durée légale, au fond, au sein de l'entreprise. Alors que vous gardez quand même un cadre légal. Non, les Républicains disent exactement... Vous n'en gardez plus. Non, nous avons publié et écrit un texte très très précis pour dire que les entreprises choisissent leur durée de travail, sauf que si on travaille 36, on est payé 36, si on travaille 37, on est payé 37. Donc c'est pas 37 payé 35, parce que ça, c'est pas possible. Donc, mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est fixé par l'entreprise. Et si l'entreprise ne veut pas le fixer, si l'entreprise... Quelle majoration alors ? Elle reste à 35 heures. Si l'entreprise ne veut pas fixer, si l'entreprise ne veut pas bouger... Non mais les heures sup, la majoration... Il n'y a pas de majoration à ce moment-là. Il y a des heures sup à partir de la 37e, la 38e ou de la 39e heure. C'est je ne sais pas, c'est entre 10 et 25%. C'est à l'entreprise aussi de le fixer. On veut que ce soit fixé dans les entreprises ou dans les branches. Et puis si c'est fixé ni dans l'entreprise ni dans les branches, on revient au droit. Il ne peut pas avoir un vide juridique, donc on en revient au droit Vous êtes convaincu, Jean-Marie, sur la clarté de la l'entreprise, faire confiance aux entreprises, c'est extrêmement clair. Vous êtes chez France 24, vous décidez ensemble, syndicats, patronat, vous décidez ensemble du nombre d'heures de travail, la durée dans l'entreprise. C'est un basculement sur lequel Nicolas Sarkozy avait très faiblement avancé dans son premier mandat, et là, il fait quelques pas supplémentaires. Et encore une fois, François Fillon va plus loin, mais néanmoins... C'est dans la même direction. C'est la même chose dans l'entreprise, et puis supprimer la référence à 35 heures. Deuxième point, donc réduire les charges sociales au niveau du SMIC, c'est-à-dire supprimer les charges patronales au niveau du SMIC, ce qui reste, il reste 12 ou 13% de charges patronales, les supprimer totalement pour une raison bien simple, c'est là où se joue le chômage. Donc là, il faut faciliter l'emploi de nos concitoyens qui ont peu de qualifications et donc réduire le coût du travail, pas réduire la feuille de paye, mais réduire le coût du travail par les charges patronales. Et puis supprimer, ou en tout cas réduire les charges sociales des ménages qui sont employeurs. Et puis dernier point, c'est la suppression de l'ISF. Alors, la suppression de l'ISF est un impôt contre-productif pour la France. Mais ça fait longtemps qu'on sait ça. D'accord, mais ça n'a pas été fait. Donc on propose de le faire. Entre nous, on avait fait le bouclier fiscal, donc 50%. Ça supprimait l'ISF. Le bouclier fiscal a été mal perçu pour plein de raisons. Donc il ne faut pas... Parce que le taux a été modifié. Mais en tout cas, si le taux n'avait pas été modifié, il durerait encore. Donc le bouclier fiscal, il supprimait l'ISF en réalité. Donc le bouclier fiscal n'a pas été accepté par la société française, dont acte. On propose de supprimer l'ISF parce que c'est un impôt contre-productif et on a besoin d'investissements
suffisamment en France et on n'a pas besoin que les gens qui investissent partent de notre pays. Donc tout ça est très cohérent. Et derrière, il y a un programme de réforme, il y a un programme de baisse de dépenses. Tout ça voté en même temps. Vous votez la réforme du marché du travail, vous votez le programme de réduction des dépenses, tant sur l'administration, productivité administrative, juste un mot, modèle social. Quand on dit en France baisse des dépenses publiques, on veut dire baisse des effectifs de la fonction publique, ou même des effectifs des fonctions publiques. Donc vous allez tailler dans les effectifs des fonctions publiques. Oui, on ne va pas tailler, parce que ça c'est un propos négatif. On va réduire les effectifs de la fonction publique. On va aussi réfléchir sur le modèle de fonction publique, tant les effectifs de fonction publique nationale que les effectifs de fonction publique territoriale, ce qui est assez nouveau. En échange de cela, les collectivités locales, elles doivent retrouver une liberté de gestion de leurs fonctionnaires qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Moins de fonctionnaires, sans doute mieux payés, mais moins de fonctionnaires. Donc moins de masse salariale, des fonctions aussi de l'État, un État stratège, comme on dit, des fonctions de l'État mieux définies. Et puis derrière, il y a aussi sur le modèle social des progrès à faire, et notamment le fait qu'on ne peut pas avoir des dépenses sociales à la charge de nos propres enfants. On doit absolument avoir une vision responsable. Nous sommes des actifs et nous devons assumer notre propre solidarité. Ça veut dire sur l'assurance maladie, pas de déficit d'assurance maladie, l'interdiction des déficits. Ça veut dire poursuite d'une politique de déremboursement. Non, c'est pas du déremboursement. Il faut qu'il y ait des restes à charge. Aujourd'hui, on a le plus faible reste à charge. Oui, mais c'est des faibles. On doit participer un peu plus à sa santé avant la prise en charge des mutuelles. Avant la prise en charge des mutuelles, les mutuelles pourront couvrir si elles le veulent. Ce sera dans le contrat de mutuelle. Donc on doit avoir une assurance maladie responsable. On doit aussi réformer l'assurance maladie, les parcours de soins, les hôpitaux. Ça, ce sont des sujets qui viendront. Et en même temps, sur la retraite, qui sont les deux éléments très forts de dépenses sociales, continuer à augmenter l'âge de la retraite. Chaque fois, c'est 7-8 milliards quand on modifie d'une année. Nous vivons plus longtemps, donc il doit y avoir non pas un débat politique fracassant à chaque fois, c'est normal. On doit travailler un peu plus longtemps. On restera toujours plus longtemps en retraite, en réalité en bonne santé, mais on doit continuer à passer à 63 ans, puis après à 64 ans, dire aux Français quand, à quelle date, pour que chacun puisse s'organiser, donc le faire du mieux possible. Mais franchement, vous pensez vraiment que supprimer l'aide médicale d'État, c'est quelque chose qui va faire du bien à l'assurance maladie? Est-ce que c'est pas plutôt un espèce de clin d'œil assez démagogique en direction de l'électorat du Front National? Parce que l'électorat du Front National, c'est l'aide médicale d'État, c'est pas le sujet, c'est un sujet important. C'est un peu dommage dans tout ce dispositif d'introduire ce genre de choses. 700 millions d'euros, je crois, donc c'est pas du tout négligeable. On a un droit à la santé quand on est sur le sol français, quel qu'il soit, évidemment. On soignera toujours quelqu'un en situation difficile. Mais enfin, ce n'est pas un droit à l'organisation d'une venue uniquement pour bénéficier de la gratuité de la santé quand les Français ne l'ont pas toujours. Donc, je pense que c'est un élément assez symbolique. Donc, il ne faut pas se détourner des éléments symboliques. Donc, il faut le faire. Mais évidemment, la réforme du système de santé ne se résume pas et de loin pas à l'aide médicale d'État. Alors, il nous reste quelques minutes pour parler peut-être moins technique, mais plus, on va dire, politique. Donc, au sein de votre parti, c'est bientôt la bataille de loups. Elle a déjà commencé, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure. Les primaires commencent réellement. Est-ce que, quand on voit les problèmes, les programmes, pardon, il y a et les problèmes aussi. Il y a François Fillon, il y a Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et puis d'autres. Mais dans le fond, les programmes sont un peu kiff-kiff. Ils ne sont pas encore parus. Donc François est plutôt en avance parce qu'il y travaille depuis longtemps. Ça va être une question de personnalité. Oui, c'est une question qu'on va nous poser. À partir du moment où il y a des candidats, il y a des projets un peu différents. Sinon, ils ne sont pas candidats. Mais il y a aussi le porteur du projet qui est un peu différent. Voilà, sa capacité à incarner un projet. Puis après, les Français votent. Au fond, c'est assez simple comme système. Moi, je vois quand même, heureusement, on est dans la même famille politique. Ouais. C'est une compétition à l'intérieur de la même famille politique. Donc on a moins de divergences idéologiques, pour tout vous dire, que la gauche. Aujourd'hui, la gauche, elle a des différences majeures. Je ne vois pas comment ils peuvent aujourd'hui s'entendre entre l'aile social-libérale et l'aile de gauche. Donc la gauche est de moins en moins à gauche. Bon, à la limite, tant mieux d'ailleurs. Ça veut dire qu'on peut aller de plus en plus vers un certain nombre de mesures qui sont partagées. Et c'est tant mieux quand on a des réformes difficiles à faire. Mais enfin, nous portons des réformes
réforme, de transformation très profonde de notre pays. Puis il y aura des différences entre les uns et les autres. Moi, je suis secrétaire général des Républicains. Je suis aussi en charge du parti, du projet du parti. Le parti, c'est là où tout le monde se retrouve. Et c'est pas ringard, les partis. Les partis, ça fait fonctionner la démocratie. Donc il ne peut pas y avoir de parti sans projet. Donc on aura un projet, il fera référence, il fera pas référence. D'ailleurs, vous le comparez. Au fond, vous direz, le projet des Républicains, M. Juppé, c'est pas exactement ce que vous proposez. Et puis Alain Juppé s'expliquera, ou vous le direz à Nicolas Sarkozy, vous le direz à qui vous voudrez. Mais c'est une référence, un socle commun qui sera voté, j'imagine, par les militants. Il y aura à un moment donné une manière d'agréer les militants. Puis après, on passera à la primaire qui s'adresse à une population bien plus vaste que la population des militants. Quelle qualité, puisque ça se jouera sur la personnalité et celui qui portera, quelle qualité? De l'audace, du courage, quoi d'autre? Toutes les qualités possibles. Et qui les incarne? Quelqu'un qui ait une expérience tout à fait... Qui les incarne? C'est quoi le portrait robot? Je ne le ferai pas, je ne rentre pas là-dedans, je suis secrétaire général du mouvement. Vous êtes aussi j'ai pas d'adversaire dans ma... Non, je ne serai pas neutre, je ne serai pas neutre, je ne suis pas suisse, je ne serai pas neutre jusqu'au bout. Je prendrai position le moment venu. Je travaille aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy au sein des Républicains, mais j'ai surtout, comme beaucoup, je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. Ça, c'est quelque chose de très important. On n'est pas en train de se battre les uns contre les autres. Il y a une compétition pour essayer de choisir celui, ou celle d'ailleurs, qui sera le meilleur pour nous représenter. Il y a un centrage politique qui sera différent. Alain Juppé plus regarde davantage vers le centre, voire vers le centre-gauche. Nicolas Sarkozy plus vers la droite, à droite de la droite, etc. Mais juste une anecdote. Au moins 2 d'entre eux, des participants aux primaires, je ne dirais pas lesquels, quand ils rencontrent des Français, vous avez fait allusion tout à l'heure à Emmanuel Macron. La question c'est, dites-nous, vous prendrez bien Emmanuel Macron comme Premier ministre ? Non, moi j'entends pas ça. Moi j'entends ça. On n'entend pas la même chose. Mais enfin, le bilan d'Emmanuel Macron, il est égal à 0. Il est égal à 0. C'est un bilan, il est formidable pour lancer des débats. Non, mais sa loi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous parce qu'il a fait une loi qui est une loi pratique, concrète. C'est l'inverse du système français qui nous parle de réforme, de la grande réforme qui n'arrive jamais, et pour cause. Lui a fait des petites réformes, en effet, mais qui ont des implications concrètes dans la vie des gens, sur la vie des gens. Non, il a fait des petites réformes qui n'ont aucun impact. Attendez, aucun impact sur le chômage. Il a fait des petites réformes. Les vraies réformes, c'est celles que j'ai citées. C'est une vraie réforme du marché du travail, c'est une vraie réforme de la compétitivité. Donc vous ne le prendrez pas comme Premier ministre du travail. On a bien compris. Moi, je ne serai pas président de la République, donc je ne choisirai pas le Premier ministre. Vous serez encore, vous retournerez au budget ou au travail? Je n'en ai strictement aucune idée. Non. Parfait, merci. Merci Éric Woerth d'être passé sur France 24. Merci Jean-Marie. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Politique. Merci à vous. « 7 jours en France ». Ils sont 6 000 à vivre dans ces conditions dans des camps du nord de la France à attendre de passer en Angleterre. Nous leur consacrons une émission spéciale. C'est cette semaine dans 7 jours en France. 7 jours en France, à voir sur France 24 et sur France24.com.